Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, cela ne saurait tarder. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'ouvrir le dossier ce matin. Les vendredis thématiques d'Europe 1 plongent dans l'univers du wokisme, concept venu tout droit des États-Unis. Son principe, Céline Géraud, c'est la défense des minorités contre toute forme de discrimination. Eh bien, selon le dictionnaire où il a fait son entrée cette année, le wokisme désigne l'idéologie d'inspiration woke centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain. Mais pour Anne Toulouse, auteure de « Wokisme, la France sera-t-elle contaminée ?», cette définition mérite un ajustement. C'était au départ une idée extrêmement généreuse et qui aujourd'hui a dérivé en une espèce de poursuite inlassable des injustices, y compris par celles qui ont été commises par quelqu'un d'autre et contre lesquelles on ne peut rien. En France, le wokisme agrège aussi des sujets comme les études de genre, la remise en cause de certaines figures historiques, la cancel culture ou l'écriture inclusive. J'ai l'impression que, comme aux États-Unis, nous sommes en train de négliger l'essentiel au profit de l'accessoire. Si on apprend aux gens, dès leur plus jeune âge, qu'ils sont des victimes ou des oppresseurs potentiels, je pense que ça va diviser la société. Et une fois qu'on a divisé, c'est très difficile de réunir. En attendant, en France, le wokisme reste méconnu. Selon un sondage IFOP, 14% seulement des personnes interrogées avaient déjà entendu ce mot et seulement 6% d'entre elles en connaissaient le sens. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Alors cette pensée woke, on la sent se diffuser dans la société. Les politiques s'en emparent, les jeunes également. Exemple avec ces adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuelle, qui se revendiquent transgenres. Ils sont nés hommes ou femmes, mais refusent d'être assignés à leur sexe de naissance. Et ils demandent donc à pouvoir changer de prénom du masculin au féminin et inversement. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Désormais, les élèves de collège ou de lycée pourront se faire appeler par un autre prénom que celui choisi par leurs parents, avec quelques nuances, David Montagnier. Oui, les enfants transgenres pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. C'est ce que confirme le Conseil d'État qui valide ainsi les instructions de la circulaire Blanquer de septembre 2021, un texte qui ne fait pas l'unanimité. L'objectif affiché en tout cas est de protéger les élèves transgenres, de faciliter leur accompagnement au nom de la scolarisation inclusive de tous les enfants. Une décision saluée par Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE. C'est réellement une avancée très importante qui permet de créer un environnement scolaire qui garantit aux enfants et aux adolescents et aux adultes aussi qui se questionnent sur leur identité de genre, le droit à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité. Une limite cependant à cette liberté, le véritable prénom doit être conservé pour la notation des élèves. Mais pour beaucoup, il s'agit d'une offensive de l'idéologie transgenre sur l'école française. L'association SOS Éducation a lancé dès l'an dernier une pétition contre cette circulaire. David Montagnier. Les vendredis thématiques d'Europe 1, donc on va en parler de cette pensée woke avec notre invité juste après le journal, Jean-François Brandstein, professeur de philosophie contemporaine, auteur d'un ouvrage remarqué en cette rentrée, La religion woke. 7h05. Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal sont en Guyane ce matin. 3 ministres pour un même constat, la lutte contre le trafic de cocaïne et la délinquance dans le territoire sont un échec. Le plus grand département français est aussi le plus criminogène. Plus de 11 morts pour 100 000 habitants. Trafic d'armes, de stupéfiants ajouté à une grande pauvreté plonge la Guyane dans une violence désormais endémique. Europe 1 a précédé l'arrivée des 3 ministres pour dresser le tableau de la situation. Notre envoyé spécial William Molinier a embarqué dans une voiture de la BAC lors d'une patrouille de nuit. Reportage. Ils viennent tout juste d'enfiler leur gilet pare-balles. Les 2 équipages de la BAC sont déjà appelés en renfort. Direction les faubourgs de la ville pour une rixe à l'arme de poing. Sur place, un homme alcoolisé tient des propos décousus. Il est appréhendé par Dom, le chef de la BAC Nuit de Cayenne. L'arme, on ne l'a pas retrouvée parce qu'avant notre arrivée, il a certainement dû la donner à un autre jeune du quartier. Acquérir une arme à Cayenne, c'est pas chose difficile. C'est quelque chose de coutumier, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches. Il y a quelques jours, les policiers de Cayenne ont pour la première fois eu affaire à du 7,62 mm, un calibre de guerre chargé d'ordinaire dans des kalachnikovs. Ça vous traverse de part en part si vous n'avez pas une protection, et même avec une protection, ça peut engager des dommages irréversibles. Tom tient à nous montrer le quartier chinois que les habitants surnomment d'eux-mêmes Chicago en raison de la forte criminalité. Ici, Brésiliens, Surinamais, Haïtiens et Caribéens se côtoient. Le trafic de cocaïne fait partie du paysage. Le village chinois, il y a une grande concentration aussi de craqués. Les cambriolages, les vols à la roulotte, les agressions.
Outre les armes et la drogue, la Guyane fait face à des problèmes massifs d'immigration. Impossible de contrôler les 1240 km de frontières sur les hauteurs de Cayenne. Les clandestins s'amassent dans des bidonvilles, venant paupériser une population déjà très fragile. 41% des foyers allocataires guyanais perçoivent le RSA contre 8 au niveau national. Cayenne, William Molinier, Europe 1. Il est 7h07, le retour en France avec... Attendez, je ne suis plus du tout, je vous laisse reprendre mon cher Mais on était sur l'enquête sur le sabotage de Nord Stream en mer Baltique. Il faut suivre Dimitri. Ne fait que commencer. Elle s'annonce très difficile. Le Conseil de sécurité des Nations Unies abordera la question aujourd'hui à New York. Il s'agira d'apporter des éléments pour éclaircir la situation. De leur côté, le Danemark et la Suède débutent les investigations. On va donc sonder le fond de la mer Baltique pour trouver des indices. Des recherches suivies de près par Paris, où on ne se fait pas trop d'illusions, hein, Nicolas Toneff. Oui, plusieurs raisons à cela. D'abord, les fonds à l'endroit des explosions, seulement 70 mètres. 5 à 6 pays dans le monde savent opérer à cette profondeur. Conséquence, même si elle est la plus étudiée, la piste russe n'est pas la seule. Autre obstacle potentiel à l'enquête, le mode opératoire. Le plus probable serait l'usage de mines. Des engins d'une puissance totale d'environ 6 tonnes de TNT pour les 4 explosions peuvent avoir été installés il y a plusieurs semaines et déclenchés à distance. Le moment voulu, il faudrait donc retracer le passage de centaines de bateaux pour identifier celui qui s'est arrêté à la verticale des gazoducs. Enfin, il va falloir 1 à 2 semaines aux spécialistes pour se rendre sur place. Des délais qui laissent le temps au courant de faire le ménage. Les éventuels débris trouvés sur place peuvent aussi être trompeurs. Les services secrets utilisent souvent des armes originaires d'autres pays que le leur pour cacher leurs méfaits. Et puis, quant à l'analyse des faits au sein du gouvernement français, d'après des sources d'Europe 1, il s'agit d'un avertissement envoyé à l'Occident sur sa fragilité dans une zone sillonnée de câbles et de tubes facilement accessibles. Nicolas Toneff. Et puis sur le front diplomatique, Vladimir Poutine s'apprête à entériner l'annexion d'une partie significative de l'Ukraine. À 14h heure de Paris, Moscou annoncera officiellement le rattachement des 4 régions ukrainiennes à la Russie. Cérémonie suivie d'un discours de Vladimir Poutine et d'un concert géant à proximité du Kremlin. Processus nul et non avenu pour les Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Jamais nous ne reconnaîtrons le résultat des référendums, affirme Joe Biden. Les sports, la Coupe du Monde de foot, c'est dans moins de 2 mois. Match d'ouverture prévu le 20 novembre à Doha, au Qatar. Les appels au boycott se multiplient. Dans les rangs des sportifs, la ministre des Sports a mis les choses au point sur Europe 1 hier soir. Oui, elle était l'invitée d'Europe 1 Sport. La ministre n'est pas favorable à un boycott. Elle estime au contraire que ce mondial au Qatar permettra peut-être au pays d'avancer sur la question des droits de l'homme. On l'écoute. Je pense que cette décision d'inscrire la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise il y a 12 ans, dans un contexte qui était différent à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pèserait les critères de la même façon? Probablement pas. Il faut, et je trouve que les paroles d'Amnesty en ce sens étaient justes, il faut qu'on se serve maintenant de cet événement au Qatar pour faire levier et continuer de faire progresser la situation. Quand on voit les premiers progrès qui ont été faits dans les législations 2018-2020 sur la situation des travailleurs au Qatar, c'est encourageant. Il faut que ces progrès, ils se poursuivent, il faut que les engagements soient tenus. Voilà, c'est maintenant, ça n'est pas suffisant, c'est très clair. Donc il ne faut pas boycotter, c'est pas la bonne solution. Moi, je crois en l'action diplomatique. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, invitée de l'émission Europe 1 Sport hier soir. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve à 8h30, plongé dans la pensée woke tout au long de ce vendredi sur Europe 1. Ce sera notre thématique du jour.